Du romantisme d'Eugène Delacroix à l'impressionnisme de Claude Monet, du génie de Léonard de Vinci à l'expressionnisme de Vincent van Gogh, parcourez les époques à la rencontre des grands maîtres de la peinture. Redécouvrez leurs chefs-d'œuvre et décryptez pourquoi ils ont révolutionné leurs époques, en donnant naissance aux grands courants picturaux tels que surréalisme et impressionnisme. Avec les grands maîtres de la peinture, plongez au cœur de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, tout le monde connaît la montagne Sainte-Victoire dans le monde entier. On en a de magnifiques représentations, aussi bien en Australie qu'au Japon, qu'aux États-Unis. Et on les connaît, finalement, ces représentations, grâce à Cézanne, grâce à ce peintre. Paul Cézanne représente l'image idéale du peintre désintéressé. Sans aucune ambition, ni même vanité particulière, il ne se passionne que pour la peinture. Il est à présent, tout comme il l'était par le passé, plus que tout autre dans l'histoire de l'art, le peintre de tous les peintres, un artiste fait pour ceux qui aiment véritablement la peinture. Ce sont des peintres contemporains tels que Pissarro, Degas, Renoir et Vollard qui lui ont tout d'abord fait une réputation et ont obligé les marchands de tableaux à le représenter et les critiques à écrire à son sujet. Depuis, après quelques générations, Cézanne a été un exemple dans presque chaque école de peinture. Gauguin, Picasso, Bonnard et Malevich, Matisse et Paul Klee, Braque et Kandinsky, Marcel Duchamp et Jasper Johns, tous ces artistes sont très liés avec les œuvres de Cézanne. Lorsque ces jeunes artistes feront de lui le bon Dieu de la peinture, le père de tous les peintres modernes, eh bien, ils savent ce qu'ils doivent à Cézanne, cette grande révolution picturale qu'il a introduite dans l'histoire de la peinture française et internationale. Bien que de nombreux styles artistiques, tels que le cubisme, le constructivisme et l'abstraction, voient Cézanne comme leur pédagogue, les intentions et les motivations de l'artiste restent en grande partie énigmatiques. L'œuvre de Cézanne est une collection de génie. Il est perçu comme l'artiste qui transmet des émotions visuelles et spirituelles sur toile et papier, comme le père de la peinture moderne, influençant des générations d'artistes. Paul Cézanne est né à Aix-en-Provence en 1839. Son père, Louis-Auguste Cézanne, était arrivé de lui-même à être banquier. Il était pragmatique et avait passé sa vie à se battre pour parvenir à obtenir une certaine fortune et se faire une place dans la société d'Aix dont il jouissait à présent. Cette œuvre montre les alentours de la maison de campagne que Louis-Auguste avait acquis en 1859, près d'Aix. Son ami Zola le rejoindra à l'âge de 4 ans. Il va vivre à Aix, il va aller au Collège Bourbon et c'est là où il va rencontrer Cézanne. Et c'est là où les deux amis vont arpenter la campagne, les environs, découvrir les flancs de la montagne Sainte-Victoire, se baigner dans le barrage Zola notamment, et puis grandir ensemble. Et c'est là où Zola, vers l'âge de 16-17 ans, parlera d'une fraternité de génie. Cézanne a ajouté une ténacité et une attitude de certitude inhabituelle à sa dévotion obstinée pour l'art, alors que dans son travail, il manquait de constance et était souvent torturé par des doutes intenses qui ont persisté toute sa vie. Il a peut-être hérité de son père, qui était très volontaire et sévère, le souci continuel qu'il avait concernant ses propres affaires. Cézanne craignait son père. Alors, les relations de Cézanne avec son père sont de différents ordres. Elles sont bien sûr celles d'un fils qui respecte profondément l'autorité de son père. Mais aussi, Cézanne va s'affronter à ce père, puisque Louis-Auguste Cézanne, ce chapelier devenu banquier, souhaitait bien sûr rêver que son fils prenne la succession de la banque Cézanne et Cabassole, et il aurait probablement rêvé de voir en lettres d'or gravé sur la façade de cette banque, Banque Cézanne et Fils. Ce dernier l'avait donc envoyé à la faculté de droit contre son gré. Cézanne, par contre,
avait toujours rêvé de faire de la littérature, de l'art et de vivre une vie libre de bohème. Son père lui a finalement permis de poursuivre sa vocation pour l'art. Cézanne va hésiter, va douter, et effectivement, si Émile Zola ne l'avait pas encouragé, après avoir quitté Aix-en-Provence pour s'installer à Paris, à venir le rejoindre pour s'engager dans cette voie, la peinture au détriment du droit, au détriment de la banque, peut-être que Cézanne n'aurait pas résisté comme il l'a fait au choix de son père. L'arrivée de Paul Cézanne sur la scène artistique parisienne était peu favorable. Même les proches de Cézanne n'auraient pas pu prévoir que ce jeune homme provençal, au caractère marqué, saurait laisser une telle empreinte de façon posthume, devenant ainsi le père de la peinture moderne. Cette étude particulière provient de ses années de cours à Aix-en-Provence. L'enseignement de la peinture se faisait à cette époque-là en utilisant des statues en marbre. On mettait ainsi l'accent sur les formes classiques et normalisées, idéalisées, et l'aspect persistant de tous les sujets. Cézanne a étudié les maîtres établis et était particulièrement impressionné par l'œuvre du grand romantique Delacroix. Ce nu, peint ultérieurement, révèle la sensibilité originale et rebelle de Cézanne. Les distorsions volontaires qu'il a choisies vont à l'encontre des normes académiques. De façon similaire, la structure et les thèmes des premiers tableaux de Cézanne reflètent une lutte entre les influences reçues et la force de son tempérament. Cézanne donc, va aller à Paris, un premier séjour à partir donc, de 1861, va, sur les conseils d'Émile Zola, pousser les portes de quelques académies, dont la fameuse Académie suisse qui était installée à Paris. Et c'est là qu'il va rencontrer le cercle de ces jeunes artistes qui sont en train de créer cette grande révolution dans la manière de peindre, les impressionnistes. Cézanne est arrivé à Paris en 1861, peu après la dispute sur le réalisme. Au contraire du romantisme, le réalisme décourageait l'influence des idées ou des sentiments sur les objets représentés. Manet était un exemple parfait de ce style. Cézanne connaissait certainement cette œuvre. Ici, il s'agit du premier baigneur dans un paysage spécifique peint par Cézanne. Alors que le tableau rappelle un nu posé similaire de Courbet, l'héroïsme et la sensualité qui marquera tous les futurs baigneurs semblent arborer l'influence du peintre Delacroix. Le caractère de ses premières œuvres représente plus certainement ce que nous savons de l'artiste à travers ses lettres et les récits de ses amis. C'était un jeune homme en conflit avec son père, strict et bourgeois. Il était agité par ses rêves d'amours insatisfaits. C'est donc pour cela qu'il était attiré par le milieu artistique de Paris, offrant une vie libre en rébellion contre toute autorité. Dès l'année 1865, Cézanne avait adopté un style abrupt et passionné, similaire à Courbet. Et il peignait en utilisant de façon marquée un contraste de blancs et de noirs qui rappelait Manet. Cet autoportrait déclare avec autorité l'être rebelle qu'est Cézanne. L'artiste rejette avec colère les conventions sociales de vêtements et d'hygiène, tout comme le raffinement de la peinture, pour exprimer une représentation masculine et violente de lui-même. Les autoportraits des années 1860 étaient clairement des déclarations imagées de sa personnalité radicale, s'opposant aux peintres parisiens bourgeois de l'époque. Le couteau en forme de palette qu'il utilisait constamment et qui lui permettait de peindre des toiles avec des coups irréguliers et épais, était l'instrument nécessaire à son style, appelé couillarde. C'est-à-dire une peinture violente, puissante, virile, qui s'exprime, on a bien compris, comment. Et Cézanne travaille non pas avec des brosses, avec des pinceaux, mais avec des couteaux à peindre, avec une matière très épaisse. Alors il y a là, bien sûr, l'influence de la pâte de Courbet que Cézanne regarde beaucoup, et puis surtout cette volonté de sortir les troubles qui agitent alors ce jeune homme. À cette époque-là, Cézanne a aussi fait de nombreux portraits de ses proches. Il ajoutait souvent des éléments fictifs afin d'exprimer sa lutte intérieure. Celui-ci s'appelle « L'oncle Dominique en avocat », peint en 1866. Et ici,
l'oncle Dominique en moine, aussi de 1866. En faisant le portrait de son oncle en habit de moine, il avoue un désir pour la solitude et la maîtrise de la chair. En dépit du manque de raffinement de ses premières œuvres, ces dernières sont toujours harmonieuses du point de vue couleur et montrent des innovations évidentes concernant les formes. Certaines de ces formes sont à la base de la technique artistique délibérée d'œuvres plus tardives. Il y a aussi une largesse virile dans la conception qui constitue un trait permanent de son style. Ce portrait remarquable montre l'influence de Manet et annonce l'impressionnisme qui n'est pas encore né. Alors que Cézanne est souvent associé au réalisme, il a démontré de façon répétée, en parole et en action, un engagement envers le romantisme. L'Enlèvement était considéré comme une composition purement romantique. Un certain nombre de tableaux peints à la fin des années 1860, y compris celui-ci, se détachent complètement de tout ce qui est approprié et décrit de façon frappante la brutalité de l'homme envers son prochain. Ces coups de pinceau apparaissent comme une attaque contre la toile, une sorte d'expression de son désespoir, de son anxiété et de sa véhémence. Ses premiers tableaux étaient souvent le reflet de son univers intérieur. La toile de Cézanne, Le Meurtre, porte clairement l'empreinte des images de Goya dans sa série d'œuvres Désastres de la guerre, reflétant les hostilités entre l'Espagne et la France. Goya et Cézanne dépeignent tous les deux un crime horrible d'un être humain à un autre. Alors que Goya place son œuvre dans le contexte de la guerre, celle de Cézanne semble parvenir de la profondeur obscure de son âme. Cézanne, tout comme Goya, utilise le contraste entre la lumière et l'ombre pour ajouter un côté dramatique à la scène, illuminant ses personnages centraux avec de la peinture blanche, de façon à ce que leurs formes ressortent par rapport à l'ensemble de la toile. Alors que leurs visages sont parfois sombres, leurs actions peuvent être vues clairement. Le Festin, qui est aussi connu sous le nom L'Orgie, montre l'admiration de Cézanne pour Véronèse, Rubens et Delacroix. Il avait un grand respect pour les maîtres établis, mais il voulait aussi s'exprimer. L'image de l'orgie ou de la bacchanale était commune en littérature et en peinture à cette époque-là. Cézanne a peint une vision avec des rythmes et des couleurs vives qui montrent que l'œuvre a été conçue comme une fantaisie délicieuse plutôt que comme une tentation impie. Cézanne a peint le meurtre, le viol, l'orgie, la tentation et les scènes de nature orageuse. Alors que Cézanne a grandi pendant la période romantique où les thèmes de la sensualité et de la violence étaient communs, c'était aussi un jeune homme rempli d'un certain tumulte émotionnel. Il n'était pas très sociable. Il avait des humeurs et était passionné. Il suivait ses impulsions qui précédaient souvent des moments de désespoir. Les tableaux qu'il a choisis sont probablement issus de son inconscient, malgré l'influence de son affinité pour l'art romantique. Ses anxiétés semblent avoir pris racine dans le conflit prolongé avec un père au caractère imposant. Son œuvre est celle d'une âme solitaire qui travaille naïvement à partir de ses impulsions, un peu comme un homme fou. Cézanne s'est aussi exprimé dans de nombreuses compositions où il pouvait montrer ses anxiétés provenant de ses relations personnelles avec les femmes. Durant sa vie entière, Cézanne s'est débattu avec la notion de la femme et de son influence sur son œuvre. Alors la femme, pour Cézanne, a, je dirais, au moins trois visages. Il y a la femme fatale, la femme maîtresse, cette femme qui n'hésite pas à poser nue pour les artistes, cette femme qui provoque, cette femme qui remet l'homme en question. Et puis il y a aussi la femme protectrice, la femme qu'il va rencontrer dans son univers familial, sa mère, ses sœurs, et puis son épouse, Hortense, mère de son fils unique, le petit Paul, donc qui préserve autour de lui un univers de calme et de tranquillité dont il a besoin quand il est en proie au conflit qui l'agite. Puis je dirais qu'il y a peut-être effectivement une troisième femme là-dedans, c'est la peinture.
parce que Cézanne n'aura qu'une seule obsession finalement tout au long de sa vie et tout au long de son œuvre, c'est cette quête qui le pousse à peindre jusqu'à la fin de ses jours. Dans l'idylle, un tableau peint avec des coups de pinceau longs et puissants, typiques de ses premières œuvres. L'artiste montre ses humeurs sombres et introspectives. Encore une fois, Cézanne s'est inspiré de la littérature contemporaine pour l'aspect érotique de cette composition. Dans Le Pacha, Cézanne, coiffé d'un turban exotique, joue le rôle de Mato, un personnage issu d'un roman populaire de Flaubert. Il observe comme un voyeur la fatale Salammbô et son corps sensuel. Une Olympia moderne suggère une parodie presque directe de la composition de Manet. Ce tableau présente un certain degré de fantaisie érotique autobiographique qui s'ajoute au dessin rude et à la couleur presque sauvage. Après s'être transporté dans un boudoir contemporain, Cézanne a abandonné le turban exotique qu'il portait dans Le Pacha, révélant ainsi sa tête presque chauve, avec des mèches de cheveux châtains. Il y joue le rôle d'un bourgeois et est confronté à la réincarnation fatale d'Olympia, provenant de l'œuvre de Manet, dans toute la gloire de sa dangereuse beauté. Comme beaucoup d'hommes intellectuels de l'époque, Cézanne se retrouvait dans le personnage torturé de Saint Antoine, un ermite qui a lutté contre des visions de tentation. Dans une version plus tardive de ce thème, Cézanne s'assimile à Saint Antoine et est confronté à la belle mais dangereuse Hélène, issue de la littérature grecque. On le voit ici rejeté dans les ombres par la tentatrice, épuisé par des attaques répétées. Durant les années 1870, les femmes peintes par Cézanne assument les rôles d'Ève, d'une sirène, d'Hélène, de la reine de Sheba, de Salammbô, d'une Olympia moderne. Et ici, dans son adieu aux œuvres baroques et romantiques de son début de carrière, elle est l'éternel féminin, c'est-à-dire le pouvoir féminin indomptable dont il est la victime, comme tant d'autres hommes. Pendant que tous les autres hommes offrent des cadeaux à l'idole immobile afin de la séduire, Cézanne, que l'on voit en haut à droite du tableau, au travail avec une petite toile, a choisi de la peindre. Alors que les premières œuvres de Cézanne reflétaient le style baroque, les natures mortes ont amené l'artiste à un développement plus nuancé et plus calme. Contrairement à d'autres œuvres, cette toile semble avoir fait l'objet d'une étude. Il s'agit d'une accumulation d'effets de peinture brillants tout en montrant la marque de la passion de ses débuts. Nature morte avec un pot vert et une cruche en étain a été considérée comme un tournant dans la carrière de Cézanne. C'est une œuvre dans laquelle le peintre, trouvant enfin son chemin, a renoncé à l'extravagance baroque et romantique du style appelé couillarde et a groupé pour la première fois tous les traits des chefs-d'œuvre à venir. Dans Louis-Auguste, père de l'artiste lisant l'événement, Cézanne semble avoir réussi à contrôler son animosité envers son père. Louis-Auguste affiche un air de dignité et est assis avec une certaine aise dans sa chaise, comportant un dos élevé. On remarque particulièrement dans ses portraits que les formes sont définies vigoureusement et presque rudement, ce qui produit une image durable. Ce tableau a été peint avec des contrastes frappants et offre un excellent exemple d'espace reflétant l'intensité des sentiments, exprimant une humeur sombre et désespérée. Le dépôt de vin, vu de la rue de Jussieu, a été peint en 1872, alors que l'artiste vivait dans un modeste appartement surplombant la rue. C'est là que la maîtresse de l'artiste, Hortense Fiquet, a donné naissance à son fils, Paul. L'artiste Pissarro a été impressionné par la modestie et la simplicité du sujet. Il en applaudit la vigueur et la force remarquables. Tout comme la neige fondue à l'Estaque, son ton reflète une période sombre de la vie de Cézanne. L'art de Cézanne devient impressionniste en esprit et en méthode dès 1872, et cela pendant les quelques années qui ont suivi. En comparaison avec le dépôt de vin, cette vue innocente et plaisante du paysage français
montre la transformation artistique de Cézanne qui passe de radical à avant-garde. Sa relation personnelle avec Pissarro a eu des conséquences profondes sur ses notions artistiques en voie de maturité. Pissarro a enseigné à Cézanne une méthode de peinture lente et patiente. L'approche impressionniste était pour Cézanne une discipline qui se reposait sur la manière de voir un sujet. Il recevait donc à présent un stimulus de l'extérieur au lieu de l'intérieur. Cela lui a permis de se libérer de son imagination impulsive sans sacrifier son besoin d'obtenir un style vigoureux. Dans Vue d'Auvers, Cézanne a adopté une formule chère à Pissarro, c'est-à-dire une vue d'un point élevé de maisons cubiques avec des toits éparpillés au hasard sur un fond de verdure dominante. Accepté à l'exposition impressionniste de 1874, le tableau « La maison du suicide » ou « La maison du pendu » était considéré comme le chef-d'œuvre de la période impressionniste de Cézanne. Grâce à un motif rustique et à la présence de canards ou d'oies sur la surface de la mare du moulin, l'artiste montre que toutes les œuvres de cette époque ne reflètent pas nécessairement une exploration sérieuse de vérités intérieures. Ici, c'est aussi un tableau joyeux, sans tourment sexuel ni ton violent. Ces œuvres sont deux exemples où Cézanne était content d'utiliser la tradition pastorale. Le développement stylistique de Cézanne n'a pas du tout suivi une évolution purement linéaire pendant les années 1870. Ses sujets semblaient seulement refléter son humeur et son tempérament à un moment donné. L'élan de l'artiste vers l'impressionnisme peut être comparé à l'acquisition d'une deuxième langue. Dès 1872, il semble avoir incorporé à son art une deuxième langue visuelle qui utilisait une communication au vocabulaire plus modéré, marqué par un accent impressionniste. Cette œuvre a fait partie de l'exposition impressionniste de 1877. Les critiques l'ont déclarée inconventionnelle et excentrique. Très peu, très peu sont les critiques d'art, pratiquement aucun, les marchands, pratiquement aucun sauf à la fin, les collectionneurs, 2 ou 3, gâchés, choqués, qui aimeront l'œuvre de Cézanne, mais très peu en réalité. Et donc, on peut dire que Cézanne est tellement en avance sur son temps qu'il ne sera apprécié par quasiment personne. Cézanne a peint plus de 30 autoportraits. Les autoportraits peints ou dessinés d'environ 1870 à 1875 indiquent un engagement marqué à redéfinir l'image rebelle qu'il avait de lui-même. On peut voir ici que l'artiste maîtrise son identité radicale et énergique, c'est-à-dire celle d'une personne imprédictible et coléreuse. Il adopte une attitude plus sobre et contemplative. Durant les années 1870, Cézanne a créé l'image d'une personnalité plus posée et plus discrète. Parmi tous les autoportraits de Cézanne, cette œuvre montre clairement la maîtrise de la technique impressionniste et son engagement envers les principes des éléments du courant avant-garde. Cet autoportrait reflète une certaine tension et un esprit troublé. Le premier autoportrait de Cézanne le montre avec un regard mais hallucinant. On a l'impression qu'il est en train de voir le diable dans son miroir. Et puis on voit très vite, lorsqu'il devient père, en 1872, il y a un magnifique portrait de la période impressionniste. Et bien là, on voit un homme qui a complètement changé, qui s'est métamorphosé, qui a déjà presque la physionomie qu'on lui connaîtra tout au long de sa vie. Il est encore jeune, il est pourtant déjà presque vieux. Il s'est dégarni, la barbe a poussé, et c'est ainsi que Cézanne passera à la postérité. Après son association avec Pissarro, ses autoportraits adoptent encore un nouvel aspect. Ayant confiance en ses capacités artistiques et se sentant plus établi dans sa position avant-garde, Cézanne était prêt à explorer d'autres techniques que l'art impressionniste, y compris la qualité construite à la fin des années 1870 et au début des années 1880, pour laquelle il demeure célèbre. Cette nouvelle confiance est évidente dans les autoportraits de la même époque. Par exemple, Autoportrait en chapeau de paille montre une certaine assurance
qui était absente dans les autoportraits de Cézanne depuis les années 1860. Le premier de ces deux tableaux dépeint un Cézanne contemplatif. Tout comme l'Éternel féminin décrit plus tôt, cette œuvre indique un éloignement vis-à-vis des principes artistiques de l'impressionnisme et un rapprochement vers son style élevé dans lequel il utilisait de petits coups de pinceau constructifs pour obtenir une structure durable. Le dernier de ces deux tableaux montre aussi une certaine assurance et un nouvel état d'esprit. Son regard semble profondément neutre, sans approbation ni désapprobation, donnant à l'image une forte présence. Le personnage a été construit par des petits coups de pinceau en couches épaisses, utilisant surtout des marrons, des ocres et des rouges. Ces premiers baigneurs représentent le début d'une série de tableaux sur ce sujet classique qui occupera l'artiste jusqu'à la fin de sa carrière. Cette œuvre a souvent été considéré comme un phare guidant l'histoire de l'art du XXe siècle. Il a appartenu à Henri Matisse pendant plus de 3 décennies. Ses admirateurs ont su reconnaître dans les personnages le calme et l'héroïsme de la grande période grecque. Ils ont tous été faits avec des coups de pinceau parallèles en diagonale, de type constructif. C'était une expérimentation que l'artiste faisait à l'époque. Les personnages condensés donnent l'impression d'un état solide. Les baigneurs de Cézanne ont un aspect de monument que l'on ne trouve pas chez ses confrères impressionnistes. Dans l'œuvre, le baigneur et son environnement sont inséparables. Cela annonce les groupes de baigneurs que le peintre a produits dans les 10 dernières années de sa vie. Cézanne a toujours eu cette obsession de faire du Poussin d'après nature. Il admirait profondément ce grand peintre français qui avait travaillé à Rome et qui avait replacé, à l'image de ce que la sculpture antique pouvait révéler, des corps dans des paysages. Et Cézanne va vouloir installer ces corps de baigneurs ou de baigneuses, car ce sont d'abord des baigneurs qui vont l'amener à évoluer vers des représentations féminines dans la nature. Et il disait qu'il rêvait que les courbes de ces femmes épousent les lignes des collines. Cézanne s'intéressait aussi beaucoup à peindre des portraits à cette époque-là. Victor Choquet était le vrai premier collectionneur de Cézanne. Comme les nouveaux paysages de Cézanne, ce portrait représente un progrès en luminosité et en couleur. La peinture est faite de petites touches, de telle sorte que la peau, la barbe et les cheveux, ainsi que les verts, les jaunes et les rouges, soient entremêlés avec des coups de pinceau fins ou épais. Cette application multidirectionnelle donne au visage une mobilité et une lumière étonnantes. Après les expositions impressionnistes de 1874 et 1877, les œuvres de Cézanne ne seront pas présentées au public avant 1895. Dès la fin des années 1870, Cézanne s'est concentré sur le problème de la forme et il a aussi commencé à se retirer de plus en plus en Provence. Il trouvait que l'esthétique impressionniste était trop simpliste et ne satisfaisait pas sa recherche de la signification dans l'art. Il voulait créer quelque chose de durable, comme l'art classique qu'il admirait tant. Dans les paysages de Provence de Cézanne, même en hiver, il y a une permanence de la nature qui indique un autre temps, une autre durée. Et finalement, on observe chez Cézanne une durée dans la peinture tout à fait particulière. Ce n'est pas l'impression rétinienne, ce que l'œil perçoit et que l'on va traduire sur la toile, c'est ce que veulent faire les impressionnistes, c'est ce que Renoir, Monet vont faire évidemment dans leur peinture. Chez Cézanne, il y a une temporalité qui est dans la durée, comme si le paysage de Cézanne n'était pas le matin, le midi ou le soir, mais dans une durée particulière. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le paysage méditerranéen, le paysage de la Provence, a servi ce propos cézannien. L'œuvre, Maison en Provence, illustre ces tendances. Les coups de pinceau variés et abrupts créent une unité rythmique. Pendant les années 1880, Cézanne a adopté un nouveau style de travail au pinceau qui était plus régulier et parallèle. Cette méthode donnait une nouvelle sensation de profondeur grâce aux différences de couleurs, créant des niveaux divers. L'œuvre inachevée, Gardanne, est une vue d'une petite ville située sur une colline près d'Aix.
Les différents niveaux qui définissent les arbres et les bâtiments sont soigneusement superposés, symbolisant le constructivisme. La clarté de l'œuvre de Cézanne reflète la recherche de la signification et de l'ordre dans la nature. L'artiste s'éloigne ainsi de la méditation analytique prolongée. Les longs moments passés à observer un motif ont rendu l'artiste sensible à la géométrie essentielle des maisons dans un paysage naturel. Il s'intéressait à la lumière parce qu'elle illuminait les formes. En conséquence, ses œuvres exprimaient un sens de l'infinité et de la force qui représente l'antithèse de l'impressionnisme. Le pic du mont Sainte-Victoire, près d'Aix, a attiré Cézanne toute sa vie, car il lui procurait la consolation et le réconfort dont il avait besoin pendant ces périodes de difficulté. Le tableau semble refléter le caractère tourmenté de l'artiste. Le pic de la montagne est couvert de branches d'arbres. Les premières représentations de la montagne sont celles avec la vallée de l'Arc en perspective et la montagne en fond. C'est-à-dire qu'il l'aperçoit d'abord de loin. Et puis petit à petit, il va s'en approcher. Il ira même jusqu'au Tolonais, qui est ce petit village au pied même de la falaise et de la montagne. Mais c'est donc une progression vers ce thème. Et on sait que donc Cézanne, à part une ou deux exceptions, va attendre d'avoir passé 40 ans pour aborder ce thème. C'est un thème de la pleine maturité. C'est un thème qui est particulièrement fort et auquel il est particulièrement attaché, tellement attaché que lorsqu'il va sur le lac d'Annecy, donc en Haute-Savoie, en 1896, il écrira à ses amis en leur disant « Mais finalement, les collines qui sont autour de moi, mais les collines, elles font 2000 mètres de haut, alors que la Sainte-Victoire, elle, arrive à peine à 1000 mètres de hauteur. » Donc on sent bien qu'il n'y a qu'une seule montagne pour Cézanne, en tout cas intéressante à peindre, c'est la montagne Sainte-Victoire. La largeur, la hauteur et la profondeur sont presque équivalentes. L'équilibre entre ces dimensions est une des sources de plénitude et de calme trouvées dans ce tableau. La profondeur est créée par la superposition d'éléments et par l'utilisation de larges bandes horizontales peintes l'une sur l'autre, croisées par les arbres verticaux et de longues lignes diagonales. Les contrastes entre les couleurs chaudes et froides apportent aussi de la profondeur avec une certaine délicatesse. Le travail au pinceau est un des éléments essentiels qui apporte de la beauté à ce tableau. Cézanne nous montre ici de manière typique sa vision de la nature, c'est-à-dire une présence détachée, forte et stable que l'on voit sans pouvoir l'atteindre. Nous avons aussi vu cette même technique dans ses premiers paysages, comme dans Vue sur Auvers-sur-Oise, la Barrière. Les paysages des années 1885 montrent une harmonie poétique entre le naturel et l'artificiel. Dans l'œuvre Maison en Provence, près de Gardanne, la maison est comme une montagne de par ses niveaux verticaux et abrupts. La montagne est nette et déserte par endroits, comme une construction humaine. Les œuvres de ce genre révèlent le besoin profond d'harmonie et d'ordre dans la nature chez Cézanne. Par exemple, dans Portrait de Louis Guillaume, les lignes du nez, de la bouche et du menton sont comme tordues. Cette forme se retrouve dans le nœud de cravate et l'ornement qui est sur le mur. Dans ce cas, la forme géométrique imposée donne une impression de relâchement et de désordre. Le pont de Maincy est un tableau important provenant de la période de constructivisme de Cézanne. L'œuvre a été peinte au milieu de cette période, mais il n'y a pas de date précise la concernant. Cézanne dissolvait rarement les objets dans la lumière solaire, autant que les autres impressionnistes, et dans les années 1880, il a développé une nouvelle approche d'application des pigments sur la toile. L'espace du tableau est construit en faisant des coups de pinceau parallèles répétés qui ont produit une impression de tissage. Cet effet a apporté une subtilité et une sensibilité extrêmes. Cézanne adorait les arbres. Initialement, le tiers supérieur de cette toile était couvert par l'envergure de l'arbre et on ne pouvait voir le ciel qu'à travers les branches les plus basses. Cézanne a ensuite senti le besoin d'ouvrir la composition et il a ajouté 2 bandes de toile en haut du tableau pour pouvoir inclure le haut de l'arbre.
C'est ainsi devenu le portrait d'un arbre plutôt qu'un simple paysage. Dans Grand pin et terre rouge, l'artiste fait de l'arbre l'élément central d'une composition aux formes diverses et met l'accent sur les marques et les lignes du tronc, ainsi que les branches qui en émergent. Les formes semblables à des tentacules ont une vitalité presque effrayante. Vers la fin de sa vie, à cause de son besoin continu de solitude, un olivier est devenu son ami. La sagesse de l'arbre est entrée dans son âme. C'est un être vivant, a-t-il dit un jour. Je l'aime comme un vieil ami. J'aimerais être enterré à ses pieds. Cézanne est resté intéressé par les natures mortes de façon constante durant toute sa carrière et a dépassé tous les autres artistes associés à l'impressionnisme. Pour un peintre aussi dédié que lui à l'étude précise et prolongée des objets, cela a offert une possibilité étonnante de faire une analyse dans un espace fixe et contrôlé. Les pommes vont apparaître d'abord de façon unique dans une nature morte des années de jeunesse très sombre. On voit une tache colorée, une pomme, une poire qui apparaît. Et puis petit à petit, lorsqu'on regarde son œuvre, on voit ces pommes et ces fruits se multiplier et Cézanne aboutir à des constructions presque baroques de ces natures mortes qui sont aujourd'hui célèbres à travers le monde. Les natures mortes des années 1890 comprennent des œuvres d'une complexité et d'une somptuosité imposantes. Nature morte avec une bouteille de menthe a subi l'influence de Chardin. Mais c'est aussi un tableau reflétant Cézanne d'une façon unique. Cézanne a peint peu de tableaux si abondants en lignes courbes et continues. Les rideaux sont composés de plis compliqués dans lesquels les objets sont placés comme des arbres et des bâtiments. C'est un exemple vivide de l'affirmation constructiviste de l'artiste. Cézanne a cherché ici une continuité dans les éléments de manière plus complète que dans ses œuvres précédentes. La décoration de la cruche, comportant des fleurs rouges et jaunes, tout comme le fruit qui se trouve tout près, forme un lien entre le fruit, la belle nappe blanche et les rideaux décoratifs. Cette nature morte, qui a été peinte durant une période où Cézanne produisait des images frappantes de solitude et de tourment, a la même force émotionnelle et la même créativité dans l'expression de la joie. Nature morte avec des oignons et une bouteille est le résultat de la méditation la plus sérieuse. Cette œuvre contient des éléments constructivistes imposants, des lignes verticales et horizontales et un large mur vide avec une abondance de petites courbes, des formes penchées et de la végétation sans ordre précis. Les dernières œuvres de Cézanne sont originales en partie à cause de leur aspect baroque. Certains des tableaux de Cézanne de cette époque peuvent être facilement comparés au style baroque qui a suivi la Renaissance classique. Ici, Cézanne a mis une statue de style baroque parmi des pommes et des oignons. Quel autre peintre aurait fait cela? Le mélange d'aspects héroïques et passionnés ou idylliques et d'aspects domestiques et communs exprime la complexité du caractère de l'artiste. Dans le style baroque, la disposition penchée des objets est plus prononcée. La table et l'espace qui l'entoure sont coupés de façon bizarre vers le cadre et sont placés à un angle spécifique. Parmi les natures mortes, il y en a une qu'il faut absolument aller admirer pour bien comprendre ce que Cézanne a voulu dire en parlant de forme et de couleur. C'est la nature morte qui est conservée au musée d'Orsay, qui s'appelle la nature morte au panier ou la table de cuisine. Et là, c'est vraiment, pour un regard habitué à la perspective classique, l'anarchie la plus totale. On a les lignes de la table du premier plan qui ne se rejoignent pas si on devait tracer une ligne droite entre l'angle gauche et l'angle droit de la table. On a une perspective qui ne correspond pas du tout aux critères de la perspective classique. On a un énorme panier de pommes et de poires qui ne tient pas en équilibre sur la table parce qu'il est carrément exclu du plateau de la table. On a un pot à gingembre qui est regardé par-dessus alors que le panier est regardé en face. Donc Cézanne réassemble les meilleures perspectives pour chacun de ces objets à l'intérieur d'un même point de vue. Dans ce portrait de sa femme, il y a une certaine tendresse envers le modèle et un intérêt pour son état émotionnel, ce qui est rare dans les représentations de son épouse.
Le sujet n'est pas traité avec l'objectivité habituelle. La manière dont sa tête est penchée et la forme ovale presque géométrique de son visage lui donnent un air de sainte pénitente. Le portrait de Gustave Geoffroy offre un exemple supplémentaire de l'utilisation d'angles dans l'espace. Ces techniques de couleurs et de formes abondantes, qui font appel au sens et les optiques étranges, incluent l'observateur de manière plus intime dans l'espace des objets. Alors que d'autres pensaient que les arts baroques et classiques étaient incompatibles, Cézanne utilisait ces deux influences. Et quelquefois, comme dans le cas du vase bleu, un tableau contenait en même temps les deux styles. On voit que la disposition générale est un alignement parallèle d'objets. Cependant, l'angle de l'arrière-plan et la bouteille coupée par le cadre est plus représentatif du style baroque. Cézanne travaillait sur 5 différentes versions des joueurs de cartes, de manière discontinue pendant les années 1890. Ici, les cultivateurs ont été réduits à des formes géométriques élémentaires. C'est la composition la plus statique et délibérée peinte par l'artiste. Ce tableau ne reflète pas l'animation qu'on pourrait attendre d'une scène représentant des cultivateurs provençaux en train de jouer aux cartes. L'artiste cherche ici à transformer le récit conventionnel en une réalité abstraite de couleurs et de formes. L'attention que Cézanne prête à l'espace entre les objets, c'est-à-dire l'espace négatif, annonce la manipulation consciente des objets des cubistes. Baigneur est la plus grande toile comportant des nus masculins que Cézanne ait peinte, et elle représente le sommet de son engagement envers ce thème. Des nus féminins groupés dans des paysages domineront son imagination et feront partie des 3 grands tableaux qui ont occupé les dernières années de la vie de l'artiste. Cézanne a exploré la tension entre les formes solides et plates. À cause de son admiration pour l'art monumental du passé, son œuvre sera petit à petit associée à une intégration unique du classique et du moderne. Il aimait beaucoup l'intérieur protégé et ombragé des bois, les saillies rocheuses, les carrières abandonnées, les bâtiments en ruine qui n'appartenaient plus à personne. Il a remplacé les scènes de meurtre, de viol et d'introspection obscure de ses premières œuvres par des paysages catastrophiques. La maison aux murs fissurés est un tableau romantique, une vision d'ermite de la chaleur, de la solitude et des ruines dans la nature. Cézanne donne de manière générale un accès limité au spectateur. Il ne permet pas à ce dernier d'entrer à l'intérieur du tableau. Dans la carrière Bibemus, le parcours visuel est compromis par les couches de rochers superposées. Cézanne se rapproche un peu plus du pic de la montagne que dans les œuvres précédentes, mais ce sommet est rendu encore plus hors de portée par la carrière et les arbres qui entourent la montagne. Les couleurs les plus contrastées, c'est-à-dire les rochers orange et le ciel bleu, créent un lien entre l'espace le plus éloigné et l'espace le plus proche. Tout comme dans les natures mortes, ce qui est dans un champ de vision plus proche contient une plus grande intensité de sensation. La saillie excessive des bords du rocher et la densité du feuillage forment un autre obstacle qui empêche le regard du spectateur de se poser. Dans ce tableau, la barrière est créée par l'intrusion des arbres et des branches dans le champ de vision. Avec ces paysages, il crée un espace encore détaché dans lequel ses anciennes impulsions agressives sont transposées en éléments de la nature. Vers la fin de sa vie, la peinture de Cézanne est devenue passionnément libre au point d'atteindre l'extase. Les émotions remplissaient la toile entière avec des types de mouvements différents et des couleurs intenses. Le ciel éclatait en un élan de couleurs, une explosion de nuages de bleu et de vert, donnant à la montagne une apparence plus vivante et dramatique. Ce peintre a su tirer de cette montagne
la substantifique moelle est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, elle est aussi importante que le mont Sinaï ou que le Fujiyama, c'est-à-dire ces montagnes qui appartiennent à l'humanité tout entière. Et pourtant, un seul homme, un seul regard est à l'origine de cette mutation profonde d'une toute petite montagne, en réalité, qui mesure 1000 mètres de haut. C'est vraiment très petit, un amas de rochers, hein, on pourrait dire. Et pourtant, la transcendance de Cézanne a vraiment, mais pour le coup, transfiguré, si on peut dire, on peut parler de transfiguration pour un paysage, ce motif. Et ça, évidemment, Cézanne le porte, le véhicule jusqu'à la fin, puisque la montagne Sainte-Victoire l'occupera jusque dans ces dernières années. Lorsqu'il va peindre 87 fois au total dans son œuvre la montagne Sainte-Victoire, 44 huiles et 43 aquarelles, il essaye effectivement de pénétrer l'âme de cette montagne. Il disait qu'il souhaitait savoir comment elle s'enracinait dans le pays. Cézanne avait une approche de géologue et c'est lui le côté pérenne, éternel des choses qu'il cherche à saisir. La végétation sans forme est représentée par de larges parcelles tachetées de couleurs fortes qui sont si grandes et si libres dans leurs contours qu'elles se rapprochent de la peinture sans objet. Dans la dissolution des objets, cet art tardif ressemble à un retour à l'impressionnisme, mais avec une conviction et un impact plus marquants que dans la période précédente. Ce tableau est dissociable de toute autre œuvre impressionniste. La couleur est indépendante du soleil et semble devoir son intensité aux couleurs fortes de la toile. Comme dans la plupart des œuvres tardives de Cézanne, le contour de l'objet est rompu et se confond avec une forme adjacente, ce qui donne à la toile l'aspect d'un tissu de couleurs. Dans de tels tableaux, le style de Cézanne appartient au XXe siècle, annonçant l'arrivée quelques années plus tard des fauves et des expressionnistes. C'est l'œuvre la plus abstraite peinte par Cézanne. Les méthodes d'application de la peinture, les processus et les techniques utilisées sont le sujet véritable de l'œuvre. Dans certains endroits, il s'agit d'un badigeon et dans d'autres, d'une pâte épaisse. Cézanne n'était pas prisonnier d'une seule émotion, et à cette même époque, il a peint des œuvres dans lesquelles l'explosion de couleurs correspond à un concept beaucoup plus restreint, comme on le voit dans le portrait de son jardinier. Ce portrait de son jardinier, Vallier, est un chef-d'œuvre parmi les toiles de l'artiste représentant des gens communs. C'est aussi un de ses derniers tableaux. C'est l'image imposante d'un homme et cela représente l'idéal de simplicité et de force calme de Cézanne, avec une certaine nature jeune et robuste apportée à la vieillesse. Cette œuvre a une énergie remarquable et donne une impression chaleureuse. Les autoportraits de Cézanne des années 1880 au début du XXe siècle semblent destinés à servir une autre fonction. Ces images servent à déconstruire l'identité de l'artiste. D'une façon introspective, plutôt que tournée vers le public, les autoportraits de cette période tardive mettent l'accent sur les grandes questions de la vie. Comme beaucoup de ses contemporains symbolistes, il est devenu préoccupé par sa réflexion sur sa vie et son interaction avec le monde qui l'entourait. Dans sa recherche de compréhension personnelle, Cézanne a analysé ses dettes artistiques. Dans Autoportrait en bonnet blanc, il a comparé le lien entre son œuvre et celle du plus grand peintre de nature morte du XVIIIe siècle, Chardin. Cézanne, tout comme ses prédécesseurs romantiques et ses contemporains symbolistes, a posé comme vagabond à la recherche d'une vérité esthétique. Pour lui, la vérité reposait sur la nature, dont la complexité ne pouvait être saisie que grâce à de longues heures de contact visuel direct. Cette présentation noble, mais dénuée de toute aise, exprime le doute de soi et le temps qui fuit. À cause de sa quête solitaire de la vérité, il a dû sentir que le temps était important, car il avait déjà atteint la vieillesse et sa santé se dégradait. Il allait souvent dans la cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence à la fin de sa vie, très pratiquant, catholique, et s'installait sous un des chefs-d'œuvre de la Renaissance, installé à l'intérieur de cette cathédrale, le triptyque du buisson ardent. Sur ce triptyque se trouve Moïse en train de garder ses troupeaux de moutons et le buisson donc, qui lui apparaît. Et lorsqu'il regardait cette figure, Cézanne s'identifiait à Moïse et il disait qu'il aurait aimé
être le prophète d'une terre promise. Alors quelle terre promise? Bien sûr, celle de la peinture. Et lorsqu'il va accueillir à l'intérieur de ses murs de jeunes artistes, Émile Bernard, Maurice Denis, Charles Camoin, de jeunes collectionneurs, de jeunes critiques, Cézanne ne fait pas ouvertement école, mais de façon indirecte, il transmet un message à la postérité. Il dit à ses jeunes admirateurs qui viennent le voir à la fin de sa vie, « Je suis de votre génération plutôt que de la mienne ». Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que Cézanne considère que tous ceux de sa génération, les hommes de sa génération, n'ont pas suffisamment perçu ce que pouvait être son œuvre. Et quand par exemple Monet, quand par exemple Renoir, qui sont parmi des amis proches, d'abord depuis l'histoire de l'impressionnisme, mais même après, dans les années 1880, 90, 1900 même, vont apprécier Cézanne, ils vont dire Cézanne est un génie. Et ça, évidemment, ils le reconnaissent, parce que ce sont des artistes, parce qu'ils ont cette sensibilité, mais en même temps, je peux être assez sûr en disant qu'ils ne savent pas pourquoi. Il faudra attendre la génération de Picasso, de Braque, de Matisse, pour que ce génie se décante et que surtout les portes qu'il a pu ouvrir soient véritablement des entrées pour cette jeune génération qui est en train de fabriquer ce qu'on va appeler l'art moderne. Il est évident que Cézanne était obsédé au sujet de sa propre mort dès les années 1870. Cependant, il n'a pas traduit ce sentiment dans ses œuvres avant 1890. C'est le dernier autoportrait de l'artiste. Il montre l'homme qui, en dépit de son âge et de ses limitations, a lutté pour réaliser une actualisation de ses sensations visuelles en peignant des toiles. Alors que ses admirateurs pensaient qu'il avait réussi à atteindre le but de sa quête, Cézanne a toujours pensé que l'ultime victoire lui avait échappé. Paul Cézanne est mort le 23 octobre 1906. À première vue, Cézanne est un coloriste et un compositeur. Une analyse plus profonde révèle un artiste complexe qui luttait constamment en cherchant à réconcilier des éléments qui sont de nature contradictoire, l'énergie et le repos, la constance et le changement, les tensions entre les formes plates et solides, l'ancien et le nouveau. Audio Jungle.